L'horodatage indiquait 23h51. Dehors, une tempête de neige ensevelissait Denver dans un silence blanc, mais dans mon appartement, je ne sentais que la lueur bleutée et glaciale de mon téléphone. Le message de ma mère, Suzanne, restait affiché comme un verdict. Ton père et moi sommes d'accord. Tant que tu ne finances pas la fête de fiançailles de Chloé, inutile de venir au gala de Megève, Aspen Gala. Tu détruis cette famille. Je n'eus même pas le temps d'absorber la cruauté qu'une seconde notification retentit. C'était Instagram. Ma sœur Chloé, venait de publier une photo du lieu de réception avec une légende qui me transperça les côtes. Enfin débarrassée des ondes négatives. Béni. Je fixai mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur portable. J'attendis les larmes. J'attendis la panique. Rien ne vint. À la place, une clarté froide, presque chirurgicale. Je ne répondis pas. J'ouvris simplement mon ordinateur. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été la personne qui paie les factures, mais qu'on traite comme une étrangère chez elle? Dites-moi d'où vous m'écoutez ce soir. Je veux savoir qui est à mes côtés. Mon appartement était glacial. Le chauffage central était réglé à 17 degrés, une habitude prise pour économiser et compenser le coût d'une maison de 5 chambres à Megève, Aspen, où je ne vivais même pas. Je resserrai la couverture sur mes épaules. Mes mains restaient découvertes, suspendues au-dessus du clavier. Elles ne tremblaient pas. Elles étaient stables, comme celles d'un chirurgien avant la première incision. Je ne commençais ni par un cri ni par un message. Je commençais par le nuage numérique. Je me connectais au tableau de bord administratif partagé de la famille. Une carte digitale de ma propre exploitation, mots de passe, prélèvements automatiques, liens de paiement que j'avais créés pour rendre leur vie fluide. Première cible, Richard, mon père. Onglet carte d'urgence. Une ligne de crédit ouverte 3 ans plus tôt, soi-disant pour des situations de vie ou de mort. Je consultais les 30 derniers jours. Une longue liste de cavistes, de boutiques de cigares, de brasseries haut de gamme. Pas un hôpital. Pas une pharmacie. 1 000 € de vices financés par mes heures supplémentaires. Je ne ressentis pas de colère. Plutôt la précision d'un auditeur découvrant une anomalie. Gestion de la carte. Signaler comme perdu ou volé. Puis, clôturer définitivement le compte. La page demanda confirmation. Je cliquai sur oui. Instantanément, la carte virtuelle devint grise. Quelque part à Megève, Aspen, le rectangle de plastique dans son portefeuille n'était plus qu'un déchet. Ensuite, Chloé. Je me rendis sur le portail de location automobile. Le SUV blanc nacré qu'elle conduisait était officiellement à mon nom. J'avais signé car elle n'avait aucun historique bancaire. Elle avait promis de payer les mensualités. 14 mois. 0 versement. Le bouton Régler la mensualité était visible, échéance demain. Je déplaçai la souris vers Résiliation anticipée. Les frais étaient lourds, mais face au prix de ma dignité, c'était une affaire. Je sélectionnai Restitution volontaire. Adresse d'enlèvement, l'allée de mes parents. Remorquage programmé lundi matin. Êtes-vous sûr de vouloir mettre fin à ce contrat? Je murmurai oui dans la pièce vide et validé. Enfin, la maison. Le gala d'hiver avait lieu en ce moment même. Alimenté par une électricité que je payais. Chauffé au gaz que je finançais. Diffusé en direct grâce à une connexion fibre rattachée à ma carte bancaire. Je me connectais au fournisseur d'énergie. Je ne coupais pas le courant, ce serait illégal. Je fis quelque chose de bien plus durable. Section facturation. Je retirai mon compte principal. Je supprimai la carte d'épargne de secours. Je désactivai la facturation électronique. Notification uniquement par courrier. Paiement en espèces à réception. La prochaine facture ne disparaîtrait plus en silence dans mon compte. Elle tomberait dans leur boîte aux lettres. Rouge. Lourde. Exigeante. Je me renversai dans ma chaise. La seule lumière venait du voyant clignotant de l'ordinateur en veille, pulsant comme un cœur. D'ordinaire, le silence de mon appartement me pesait. Ce soir, il était une arme. En moins de 12 minutes, je venais de sectionner les 3 artères principales de leur train de vie. Je fermai les yeux et écoutai le vent hurler. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de la tempête. J'étais la tempête. On me demande souvent comment j'ai laissé la situation empirer ainsi. Quand on voit les chiffres, 82 000 € en 10 ans, on imagine la naïveté, la faiblesse, la bêtise. Mais personne ne comprend la mécanique de la cruauté normalisée.
On ne se réveille pas un matin en décidant d'offrir ses économies à des gens qui vous méprisent. Cela se fait par degrés. Comme l'expérience de la grenouille dans l'eau qui chauffe, sauf que l'eau, c'était mon compte bancaire. Je restais dans l'obscurité, repensant à la première brûlure. C'était il y a 5 ans. Richard avait besoin d'une opération urgente du dos. Il n'avait aucune assurance, il refusait, disait-il, de donner de l'argent à des escrocs. La facture s'élevait à 25 000 €. J'avais 24 ans. Je conduisais une petite citadine cabossée, pare-choc rafistolé, et je mangeais des nouilles instantanées 5 soirs par semaine pour constituer une épargne de sécurité. Quand la facture est arrivée, ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont simplement regardé. Suzanne pleurait à la table de la cuisine, les yeux humides, pleins d'attente, suspendue à moi pour que je règle le problème. Richard était affalé dans son fauteuil inclinable, gémissant bruyamment, se demandant s'il finirait en fauteuil roulant parce que certains étaient trop égoïstes pour aider. J'ai payé la facture. J'ai vidé tout mon compte épargne en un seul virement. Je croyais acheter sa santé. Je croyais acheter leur reconnaissance. En réalité, je n'achetais rien. Je payais une taxe pour avoir le droit d'exister chez eux. Il n'y eut aucun merci. Seulement l'attente silencieuse que je recommence. Et j'ai recommencé. Puis il y eut Chloé, l'entrepreneuse. Il y a 2 ans, elle avait besoin de 30 000 € pour lancer une marque Art de Vivre. Elle m'avait présenté son projet lors d'un dîner que je finançais, parlant de vision et de révolution du marché. Je savais que son plan d'affaires était vide. Je savais qu'elle n'avait jamais travaillé 40 heures par semaine de sa vie. Mais Richard et Suzanne m'ont acculé. Ils disaient que j'étais jalouse. Que j'étouffais son potentiel. Que j'étais une employée aigrie incapable de comprendre les rêves. Ils m'ont épuisé jusqu'à ce que signer le chèque soit plus simple que supporter le bruit. L'argent a disparu en 6 mois. Aucun produit lancé. Aucun justificatif fourni. Voilà le piège. On croit que si l'on donne assez, on finira par combler le vide en eux et qu'ils nous verront enfin. Mais on ne comble pas un vide. On creuse sa propre tombe. Assise dans le silence glacé de mon appartement à Denver, j'ai compris que j'avais été façonnée pour ça. Depuis l'enfance, on m'a appris que ma valeur était transactionnelle. Chloé était aimée pour sa beauté. Richard pour son statut de patriarche. Moi, on me tolérait parce que j'étais utile. J'étais leur police d'assurance humaine. Mais même la grenouille la plus conditionnée finit par suffoquer quand l'eau devient vapeur. Le message de ce soir n'était pas une simple insulte. C'était le degré de trop. La grenouille ne bouillait plus. Elle venait de renverser la marmite. Le soleil se leva sur la silhouette de Denver, transformant la neige grise en boue blanche aveuglante. Mais la tempête dans mon téléphone ne faisait que commencer. Notifications en sourdine. Pourtant je les voyais s'accumuler sur l'écran verrouillé comme des congères. 35 appels manqués. 62 messages. Premier message vocal, Chloé. Je lançai la lecture. En fond, le carillon feutré d'une boutique de robes de mariée. Puis sa voix, stridente, tremblante de panique. Tu m'as humiliée devant la conseillère. La carte a été refusée. Refusée, Emma. Tu sais quel goût a l'humiliation? Règle ça maintenant. Aucune question. Aucune inquiétude. Pas un est-ce que ça va? Juste la rage d'un parasite privé d'hôte. Ensuite Suzanne. Ses messages vocaux étaient toujours théâtraux, haletants, mouillés de larmes. Emma, tu es en train de le tuer. Il se tient la poitrine. Il est livide. S'il refait un infarctus, ce sera ta faute. Rends l'argent des billets du gala. Nous avons des invités. Je t'en supplie Emma, ne sois pas un monstre. Puis Richard. Il n'a pas appelé. Il a envoyé une photo. Gros plan sur son tensiomètre. 18 novembre. En dessous, une seule ligne. Regarde ce que tu fais à cette famille. Je restais dans ma cuisine, une tasse de café noir à la main, regardant défiler les messages. Je cherchais une phrase précise. Est-ce que tu vas bien? Que se passe-t-il? On peut en parler. Ces mots n'existaient pas dans leur vocabulaire. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des limites. J'étais un appareil électroménager. On ne demande pas à un grille-pain pourquoi il ne fonctionne plus. On ne demande pas à un réfrigérateur s'il se sent sous-estimé. On le frappe. On le secoue. On hurle jusqu'à ce qu'il reparte. Pour la première fois en 29 ans, je n'ai pas eu envie de réparer. Pas cette contraction familière dans l'estomac. Pas cette culpabilité qui me poussait à m'excuser.
Seulement un détachement calme, profond. J'ai compris que j'avais passé ma vie à leur préparer le café dans ma tête, anticipant leurs besoins, régulant leurs humeurs, réchauffant leur monde avant même qu'ils n'ouvrent les yeux. J'ai bu une gorgée du mien. Amer. Brûlant. J'ai décidé que je ne préparerais plus le leur. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Ce serait une fuite émotionnelle. Je les ai mis en sourdine. Puis j'ai ouvert une nouvelle fenêtre dans mon navigateur. Je n'ai pas traité la matinée comme une crise familiale, mais comme une prise de contrôle hostile. Dans mon métier, quand un service saigne financièrement et refuse toute responsabilité, on ne débat pas avec les dirigeants. On les audite. J'ai enfilé mon manteau et marché 3 rues jusqu'à la papeterie. Je suis passé devant les cartes de vœux, les papiers cadeaux. Direction le rayon organisation. J'ai acheté un classeur rigide à 3 anneaux, format renforcé. Rouge. Alerte. Stop. Un paquet d'intercalaires plastifiés. Des surligneurs. De retour à mon bureau, j'ai tout imprimé. L'imprimante a ronronné 45 minutes sans pause. 10 ans de relevés bancaires. Historique des cartes. Journal des paiements mobiles. Reçu de virement. Les feuilles s'empilaient, chaudes et lourdes. Je perforais chaque page. Classement par année, puis par bénéficiaire. 2018, l'opération du dos. 2020, le prêt entreprise. 2022, le sauvetage du prêt immobilier. Je glissais les documents dans le classeur. Les anneaux métalliques se refermaient avec un claquement sec, comme une porte de cellule. Sur la tranche, au marqueur noir indélébile, j'ai écrit « Projet Indépendance ». C'était la matérialisation physique de mon travail invisible. Quand ce n'était que des chiffres sur un écran, tout semblait abstrait. Mais posé sur mon bureau, épais de 8 cm et pesant presque 2 kg, c'était indéniable. Un monument à ma propre exploitation. Puis j'ai passé un appel. J'ai appelé Sarah, experte comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé dans un ancien cabinet. Pas de banalité. J'ai besoin d'un service. Il faut retracer un virement d'il y a 2 ans. 30 000 €. Officiellement destiné à une société de recouvrement médical liée à un hôpital de Denver. Je lui ai donné la date et les coordonnées bancaires. Elle n'a pas demandé pourquoi j'auditais mon propre père. Donne-moi 24 heures. Ensuite, j'ai ouvert mon logiciel de traitement de texte. Je n'ai pas rédigé une lettre à ma sœur. J'ai rédigé une notification officielle de restitution volontaire du SUV. Référence au contrat de location. Défaut de paiement. Date de reprise programmée. Copie de l'ordre d'enlèvement jointe. Je n'ai pas signé avec amour. J'ai signé. Emma Miller-Lee. 3 exemplaires. Un pour moi. Un pour la boîte à gants. Un pour le classeur rouge. Je passais la main sur la couverture plastique. Pendant des années, ils m'ont dit que j'étais folle. Radine. Paranoïaque. Mais les faits n'imaginent rien. Les chiffres ne manipulent pas. Ce classeur était mon bouclier. Et le lendemain soir, au gala de Megève, Aspen, il deviendrait mon épée. 24 heures plus tard, mon téléphone sonna. Sarah. Je répondis à la première sonnerie, stylo suspendu au-dessus d'un bloc-notes vierge. Dis-moi. Un silence lourd. Saturé. Le genre de silence qui précède les mauvaises nouvelles. Emma, tu es assise? Je suis debout. Parle. Le virement de 30 000 €. Les coordonnées ne correspondent pas à une société de recouvrement médical. L'argent a été envoyé vers un compte de séquestre d'un office notarial au centre-ville de Denver. La pièce sembla pencher légèrement. Pourquoi faire? J'ai consulté le registre public des propriétés à la date correspondante. 2 jours après ton virement, un acompte de 30 000 € a été enregistré pour un appartement aux résidences Glassworks, un immeuble de standing dans le quartier de London District. Elle inspira. L'acte n'est pas au nom de ton père. Il est au nom de Chloé. Je ne lâchai pas le téléphone. Je ne criais pas. Une vague de nausées brûlantes me traversa l'estomac. Je l'avalai. 2 ans plus tôt, Richard m'avait appelé en pleurant. Il disait que les chirurgiens menaçaient d'envoyer la dette aux huissiers. Qu'on saisirait sa pension. Qu'il avait peur. J'avais vidé mon fonds d'urgence. Annulé mes vacances. Conduit tout un hiver sans chauffage pour économiser. Et pas un centime n'avait servi à son dos. Il avait pris mon sacrifice pour acheter à ma sœur une vue sur les montagnes. Tu es sûr? Demandai-je, sachant déjà la réponse. J'ai l'acte numérique sous les yeux. Richard est garant. Chloé est propriétaire principale.
L'acompte correspond exactement à ton virement. Envoie tout. Le courriel arriva 10 secondes plus tard. Pièce jointe ouverte. Document officiel du comté. Propriétaire, Chloé Miller. Valeur du bien, 600 000 euros. Je fixais sa signature, une boucle enfantine que j'avais financée à hauteur de 30 000 euros. Ce n'était plus du favoritisme. Ni une simple dynamique familiale toxique. C'était une fraude. Un vol. Il m'avait regardé droit dans les yeux, joué sur ma peur de sa mort, et m'avait dépouillé pour financer le confort de ma sœur. J'imprimai l'acte. Je perforai 3 trous sur le côté. Section 2020 du classeur rouge. Je posai l'acte directement au-dessus du reçu du virement. Preuve complète. La nausée disparut, remplacée par une résolution froide, dure, comme du fer coulé le long de ma colonne vertébrale. Ils pensaient que j'étais une fille amère qui avait coupé les vivres. Ils ignoraient que j'étais devenue l'accusation tenant l'arme du crime. Je ne suis pas allée à Megève, Aspen. Je n'ai pas enfilé de robe de soirée. Je n'ai pas fait irruption dans la salle de bal. Cela leur aurait offert exactement ce qu'ils voulaient, une réaction, un rôle de méchante hystérique à me coller. À la place, je me suis assise sur mon canapé avec un verre de vin bon marché et mon ordinateur ouvert. Chloé, diffusait en direct. La retransmission haute définition était visible par ses 12 000 abonnés. La salle de bal baignait dans une lumière dorée. Un groupe de jazz jouait dans un coin. Richard, paradait près du bar, vêtu d'un smoking coûtant plus cher que ma première voiture. Suzanne, riait, coupe de champagne à la main, parfaite matriarche bienveillante. Chloé, tournoyait au centre, robe blanche éclatante, expliquant à son public combien elle se sentait bénie d'être entourée de générosité et d'amour. Une mise en scène parfaite. Mais le pouvoir bâti sur l'argent d'autrui est une illusion. Un château de cartes dressé dans un tunnel de vent, attendant qu'on ouvre la porte. Et à 20h15, la porte s'ouvrit. Un homme entra dans le champ de la caméra. Ce n'était pas un invité. C'était un coursier d'une société privée de signification d'actes, en uniforme sombre impeccable. Il ne regarda pas les caméras. Il traversa la foule, fendant les invités en tenue de gala comme un requin dans un banc de poissons. Il s'arrêta devant Richard. Le groupe de jazz hésita. Chloé, cessa de tournoyer. Dans les commentaires du direct, les messages affluaient, « Qui est-ce » Le coursier tendit à Richard un colis épais. Pas de ruban. C'était le classeur rouge. Puis il remit une tablette à Chloé. Je pris mon téléphone. Un seul message dans le groupe familial. Regarde la tablette. Page 4. L'acompte de l'appartement. Sur mon écran, je vis la notification apparaître sur le téléphone de Chloé, celui qui diffusait en direct. Elle fronça les sourcils, perplexe. Baissa les yeux vers la tablette. Au même moment, Richard ouvrait le classeur. Je vis la couleur quitter son visage en temps réel. Ce ne fut pas progressif. Ce fut un effondrement instantané. Les relevés bancaires. Le suivi des dépenses d'alcool. L'audit détaillé des 30 000 euros détournés. Suzanne tenta d'arracher le classeur, son sourire se tordant en panique. Mais c'est la réaction de Chloé qui me satisfit le plus. Elle fixait l'acte de propriété sur la tablette, la preuve que son confort reposait sur une fraude commise contre sa propre sœur. Puis elle releva les yeux vers la caméra. Elle réalisa que la diffusion continuait. Que les invités murmuraient autour d'elle. Que le mensonge de la dette médicale venait de mourir. Voilà la fragilité du statut factice. Quand on construit son identité sur des ressources que l'on ne possède pas, on n'est qu'à un audit de la faillite. 5 minutes plus tôt, ils semblaient puissants. Sans mon silence pour les soutenir, ils n'étaient plus que des voleurs en smoking loués. Chloé se jeta sur le téléphone. Écran noir. Le spectacle était terminé. Dans mon appartement, le silence n'était plus solitude. C'était le bruit d'un marteau de juge s'abattant. Les conséquences ne furent pas bruyantes. Elles furent administratives. Le lendemain matin, Richard tenta de m'appeler. Numéro indisponible. À 9h précises, j'avais changé de ligne. Le SUV de luxe fut chargé sur une dépanneuse. 3 jours plus tard, je reçus le courriel de confirmation de l'organisme de location pendant que je déjeunais. L'appartement du quartier London District fut mis en vente avant la fin de la semaine. Ils durent liquider le bien pour rembourser la somme révélée ou affronter une enquête pour fraude. Je restais assise dans mon salon froid et silencieux. Mon compte bancaire était allégé de 82 000 euros. Cet argent était parti, consumé sur l'autel de leur sentiment de droit.
Je ne le reverrai jamais. Mais en regardant autour de moi, j'ai compris que j'avais acheté quelque chose de bien plus précieux qu'un appartement ou un billet de gala. J'avais racheté ma vie. J'ouvris mon ordinateur une dernière fois. Pas leur compte. Un site de voyage. Je réservais un chalet en montagne pour le week-end suivant. Pas à Megève, Aspen. Un endroit calme. Sans réseau. Juste moi, la neige et le silence que j'avais enfin mérité. À vous qui regardez cette histoire, je veux parler directement. Aux enfants invisibles. À ceux qui réparent tout. À ceux qui pensent que payer une facture de plus, résoudre une crise de plus, encaisser une insulte de plus suffira enfin à obtenir de l'amour. Ce ne sera jamais le cas. L'amour n'est pas un abonnement. On ne peut pas acheter sa place dans une famille décidée à vous mal comprendre. La chose la plus chère que vous paierez dans votre vie, c'est une relation qui vous coûte votre dignité. J'ai passé 10 ans à être leur filet de sécurité. Ils l'ont utilisé pour m'étrangler. N'attendez pas le merci. Il ne viendra pas. Clôturez le compte. Changez les serrures. Laissez les appels aller sur messagerie. Vous n'êtes pas un portefeuille. Vous êtes une personne. Et vous avez le droit d'être libre. Woke up at 5 p.m. Oh, it's cooked. Oh, it's cooked. Oh, it is cooked. It is cooked. Oh, okay, hold on. Why are you playing Temu Valorant anyways? Okay, we don't have to play, guys. You fried the other 5. Me? That wasn't me. It was Santi. Santi fried the other players too hard. We got cooked. Guys, what do I woke up at 5? What do I do? I think the game is dead again. I think. Imagine we get a 30-minute queue. That would be insane. I woke up at 5 and now I'm awake all night. Oh, thank you. Okay, hold on. Woke up at 5 p.m. Okay, no, fuck that title. Oh! The game is that unpopular, actually.